Donc voilà, donc moi c'est Fiscalis Consulting, Michael Lefebvre. Il se fait que je suis en fait à 300 mètres avenue de la Couronne, donc moi j'ai eu vraiment très difficile pour venir le soir jusqu'ici. J'ai vraiment de la faire. J'ai une expérience de 30 ans, j'ai toujours vécu dans le monde fiduciaire, à gérer des clients, et donc ça je vais un peu vous décrire justement la méthodologie qu'on a suivie au sein de Fiscalis dans l'approche de nous et comment on aide nos clients à ce niveau-là. Alors, je vais vous parler d'abord de la facture électronique. C'est quoi la facture électronique? On dit légalement structurée. C'est pas un PDF qu'on envoie par un email. Donc, la facture électronique structurée, c'est vraiment un fichier électronique sous une nouvelle forme, bon, qui existait déjà avant, mais qui est le format UBL. UBL qui est avec un format qu'on qualifie maintenant de PayPal bis. Donc c'est le gateway que Cédric évoquait. Donc il ne s'agit pas de prendre un PDF comme on pouvait le faire jusqu'à maintenant et de l'envoyer. Ça, ce n'est pas une facture électronique. Et donc ça, il faut vraiment abandonner cette idée-là. Le PDF n'est pas une facture électronique. Et donc comment va fonctionner le système PayPal, comme l'évoquait Cédric dans la présentation de nous? PayPal, c'est un gateway européen. Il va s'occuper en tout cas de gérer pour la Belgique les factures entrantes et sortantes. Donc là, on voit un fournisseur va vous adresser une facture. Donc dans l'exemple de Cédric, il va cliquer sur Odoo en disant « j'expédie cette facture directement à travers Odoo ». Odoo va l'envoyer directement vers le point d'accès, l'access point du logiciel A. Le logiciel A, entre parenthèses, c'est Odoo ici. Et PayPal va centraliser cette facture et va identifier le client avec un autre access point, puisque ce client doit lui-même être connecté à travers son logiciel sur PayPal, et donc va réceptionner cette facture. Donc évidemment, si les deux sont sous Odoo, l'un appuie envoie via Odoo et l'autre réceptionne immédiatement cette facture. Et donc tout va transiter via PayPal au niveau, en tout cas pour l'instant, de la Belgique. Donc, bien avoir en tête, vous allez entendre parler de PayPal, vous allez entendre facture électronique structurée, oubliez le PDF, c'est vraiment un fichier électronique. Plus question de passer à l'OCR, comme on dit, cette reconnaissance de texte maintenant, vous dites d'un PDF, je le transforme en fichier structuré pour qu'il soit lu dans la comptabilité. Le fichier électronique sera directement lu par le système comptable puisqu'il n'y a pas de transformation et il n'y a pas de risque d'erreur non plus. Toute la data est intégrée dans ce fichier, pas de risque que l'OCR dise j'ai lu 1 million alors qu'en réalité c'était 10 euros. Donc ça n'existera pas. Donc ça c'est pour le principe de base dans le circuit d'envoi et de réception de la facture électronique à travers le système PayPal. Alors, en fait, depuis 2013, pardon, on pouvait déjà envoyer une facture électronique, elle n'était pas structurée. Il fallait l'accord de son client. J'avais décidé d'envoyer une facture en PDF à mes clients, je le fais depuis des années, moyennant acceptation du client, je pouvais le faire. Si le client refusait, je devais lui envoyer un format traditionnel papier. Mais je peux, depuis 2013, envoyer une facture sous forme PDF ou sous forme UBL. À partir du moment où le client l'accepte, je pourrais le faire. Alors, ce qui change depuis février 2024, c'est cette nouvelle exigence qu'ils instaurent à partir du 1er janvier 2026. C'est dans 12 mois, 1er janvier 2026. Donc, 1er janvier 2026, obligation entre les assujettis dans les opérations qu'on appelle B2B, donc business to business, d'envoyer et de recevoir ces factures sous forme électronique uniquement. Donc plus question de demander tiens, je t'envoie et je ne suis pas d'accord, donc je dois t'envoyer en papier. Non, c'est une nouvelle obligation où, 1er janvier 2026, on est tous censés être sous une plateforme électronique pour envoyer et recevoir ce fichier sous forme électronique. Pas question d'avoir une validation du client, non, c'est lui qui doit faire en sorte de réceptionner ce document. Donc ça, c'est quand même la grande différence pour le 1er janvier 2026. Évidemment, l'obligation vise les factures et les notes de crédit. On est sous un système cohérent, on ne va pas commencer avec les notes de crédit sous forme papier.
Alors tout ça, ça fait partie d'un projet, d'un cadre général qui s'appelle la directive européenne VIDA 2028. Il se fait qu'il y ait eu un accord justement tout début novembre maintenant au niveau politique pour avancer dans le projet VIDA. Maintenant, l'accord entériné au niveau politique va passer au niveau du Parlement européen pour que, au niveau européen, on avance dans l'implémentation de la facture électronique structurée et du e-reporting. Alors le e-reporting, c'est quoi? C'est plutôt, ça c'est plutôt pour le gouvernement, c'est des méthodes qui vont permettre d'automatiser finalement les déclarations de TVA pour veiller à l'encaissement plus rapide des impôts. Donc c'est ces obligations e-reporting. Voilà l'obligation de facturation et le e-reporting va un peu se mêler là-dedans. Donc ça c'est le projet VIDA. Donc on vient de trouver un accord au niveau politique, au niveau européen. Alors donc, question électronique, facture structurée, il faut vraiment se poser 3 questions. Est-ce que j'ai une obligation de facture électronique? La première, c'est la qualité d'émetteur de la facture. Je dois être enregistré à la TVA. Si je suis enregistré à la TVA, c'est déjà le premier critère qui fait que je dois me poser la question, dire est-ce que je dois émettre cette facture électronique? La deuxième, c'est la qualité du destinataire. C'est-à-dire si je fais une facture à destination d'un B2B ou B2J, c'est-à-dire le gouvernement, B2B, c'est du business, c'est-à-dire un autre assujetti à la TVA, alors je suis dans la deuxième condition pour délivrer cette facture électronique. Et la troisième, c'est le type d'opération. Il faut pour l'instant que cette prestation, cette livraison soit localisée en Belgique. Pour l'instant, pas d'obligation de délivrer une facture électronique structurée pour une livraison vers la France, par exemple. C'est pour l'instant purement belge avec cette obligation de délivrance de factures électroniques. Parce que pour la petite histoire, évidemment, tout ça est trop simple. Si on adoptait un format commun de fichiers en Europe, non, chacun y va de son format. Donc la facture sous format UBL, PayPal, BIS, en France, ça s'appelle facture X. Alors, en Allemagne, c'est encore autre chose. Et donc, il y a évidemment des problèmes de formatage, de format et de lecture. Et on espère qu'à travers un gateway européen tel que PayPal, il transforme les fichiers pour qu'il y ait ces lectures dans les différents pays et qu'on puisse finalement envoyer ces factures électroniques sous sa forme, sous son format entre guillemets local, reconnu dans notre format dans le pays en question. Et donc pour l'instant, les 3 critères, c'est ça. C'est la qualité de l'émetteur, la qualité du destinataire et les prestations et livraisons localisées en Belgique. Alors exclut les activités visées par l'article 44, là on vise les médecins par exemple. Les médecins, c'est des assujettis exonérés. Alors on dit tiens, un médecin assujetti, on va tous en tête, non, je ne suis pas assujetti, je ne suis pas immatriculé à TVA. Selon la loi, un médecin c'est un assujetti exonéré, pas visé par la loi. Donc, pas d'obligation d'émettre des factures, puisque théoriquement, vous n'émettez pas des factures, sauf si vous êtes dans la consultance médicale ou autre chose, mais une prestation médicale visée par le code dynamique, il n'y a pas d'émission de facturation. Vous êtes visé par l'article 44, il n'y a pas d'obligation de facture électronique. Et à l'inverse, évidemment, vous n'êtes pas obligé de réceptionner les documents des factures électroniques, puisque vous n'êtes pas visé, vous n'êtes pas un assujetti déposant au niveau de la déclaration TVA. Donc, même chose pour ceux qui vont faire des locations immobilières, je dirais classiques, je loue des appartements ou autres, c'est visé par l'article 44, je n'ai pas d'obligation de délivrer une facture, c'est l'article 44, je n'ai pas d'obligation d'émettre des factures électroniques, même si mon destinataire serait une société. Parce qu'il faut avoir les 3 conditions cumulatives pour dire j'expédie cette facture sous format électronique. Donc là, il faut vraiment retenir cette point. Donc, qui est visé par l'obligation assortie? Donc, c'est tous les assujettis ordinaires, les assujettis franchisés, parce que vous entendez souvent parler des assujettis franchisés, c'est-à-dire les petits indépendants qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 € par an, c'est des franchisés qui sont soumis à l'obligation de la facture électronique. Les exploitants agricoles, ça c'est plutôt un peu de part et d'autre en Flandre ou en Wallonie,
et les membres d'unité TVA. Mais finalement, c'est tout assujetti ordinaire déposant est visé, y compris les franchisés, c'est ça qu'il faut retenir. Qui n'est pas visé, c'est les assujettis qui sont soumis à des bases forfaitaires de taxation, mais ça va disparaître en 2028. Les faillites, parce que là c'est des régimes spécifiques et c'est déjà assez lourd de gérer les faillites et les faillites. Si en plus on leur impose des factures électroniques, déjà souvent la comptabilité dans une faillite, il n'y en a pas beaucoup. Donc en plus les factures, on les trouve pas. Donc on leur dit que les assujettis faillites, on oublie. Les assujettis qui réalisent évidemment uniquement des opérations visées par l'article 44. Et petite anecdote, c'est les assujettis étrangers non établis en Belgique, même s'ils possèdent des numéros de TVA, parce que la délivraison, on peut avoir des obligations de s'immatriculer en Belgique, tout en n'étant pas avec un siège social en Belgique. Donc ici, on évoque bien un caractère non obligatoire pour certains assujettis. Ce régime de facture électronique, on pourrait opter pour le régime. C'est-à-dire, c'est un peu comme la facture sous forme PDF, c'est de dire, aujourd'hui, même si l'échéance est en 2026, je peux activer Réseau PayPal et décider de recevoir mes factures électroniques. Je n'ai pas encore la possibilité d'exiger des clients d'envoyer les factures via Réseau PayPal, puisque cette exigence n'arrivera que 1er janvier 2026. Mais je pourrais très bien, moi, comme assujetti, activer Réseau PayPal, activer sur le programme Odoo ma clé pour réceptionner le document, et donc réceptionner, pour ceux qui le feraient, souvent c'est plutôt des fournisseurs institutionnels ou Electrabel, Luminus et les gros fournisseurs Proximus et autres, eux, ok, ils vont repérer que vous êtes sur PayPal et vont vous envoyer directement déjà les factures via le gateway PayPal, et donc vous réceptionnerez sous format électronique directement déjà. Alors, qui doit pouvoir réceptionner une facture électronique? Mais c'est ceux qui finalement doivent habituellement, maintenant déjà, communiquer leur numéro de TVA pour obtenir le document qu'ils ont besoin pour leur comptabilité. Donc là, c'est l'assujetti franchisé en aura besoin aussi. Et là, l'entreprise étrangère, même si elle n'est pas établie en Belgique, aura l'obligation de pouvoir réceptionner les factures dans le système électronique, sauf encore une fois ceux qui sont visés par l'article 44, les assureurs, le médical, les kinés, les médecins, etc. Alors, le temps passe vite, hein, ça fait quand même 1 200 000 assujettis qui doivent trouver des solutions. Certains sont prêts, mais en 12 mois, c'est excessivement court. On a des projets actuellement, des projets qui mettent 7 à 8 mois de développement pour finalement rénover les systèmes, etc. Là, on constate que vaut mieux anticiper parce que plus on va s'approcher évidemment de l'échéance de janvier 2026, plus ça va être compliqué pour être opérationnel. Et donc il y a vraiment une réflexion profonde à avoir maintenant. On dit, ben, qu'est-ce que j'ai comme système actuellement? Comment je travaille actuellement? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux gagner du temps en justement centralisant l'information, en regroupant l'information, que ce soit comptable, logistique, de vente, etc. Et vers quoi je veux aller? Est-ce que je veux être prêt tout le monde vers janvier 2026 ou théoriquement tout le monde devrait être prêt? Et il vaut mieux le faire sereinement et réfléchir ça par étapes que face au pied du mur en disant maintenant je dois tout changer et comment je fais pour tout changer? Il n'y aura plus personne pour vous aider, plus l'échéance va se rapprocher de janvier 2026. Alors, simplification des outils. Donc, pourquoi passer au Odoo? C'est de passer d'une multitude de logiciels où là, on donne des exemples. Souvent, on a Excel, on a Mailchimp pour envoyer des mails, on a QuickBooks où on a un programme comptable, etc. Donc, finalement, on a plusieurs bases de données qui coexistent. Là, le traçage sur Odoo, c'est de dire, OK, c'est une solution full web pour grosso modo 25 € par utilisateur par an. Vous avez tous les modules disponibles. Et donc, vous pouvez installer dans le point de vente le stock, le CRM, tout ça pour 25 € par mois. Vous êtes un utilisateur, vous n'allez pas payer plus que ça pour avoir la licence Odoo et vous installer tout ce que vous voulez. Alors, l'historique de nous, ce qu'on a fait chez Fiscalis Consulting, en 2022, on suivait le logiciel, on a continué à faire des tests approfondis sur le système, et c'est là qu'on a dit on va faire cette transition.
On était sur un logiciel qu'on appelle Winbooks à l'époque, on appelle toujours Winbooks, une espèce de dinosaure qui a 20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ok, on prépare déjà cette facture électronique, cette arrivée, ce passage obligatoire. C'était déjà annoncé, on sait qu'on a des échéances et qu'il faut s'adapter. Et donc, on a décidé, 2021, de réfléchir là-dessus. 2022, avec la version 16, de dire on va migrer les dossiers de nos clients sur Odoo. Et donc, on a commencé par mon dossier. Donc là, assez fou parfois j'ai décidé de remonter ma comptabilité depuis 2021, donc de tout réencoder alors que les déclarations, les bilans étaient rentrés, mais finalement de se faire la main sur le logiciel en apprenant toutes les ficelles du logiciel, en disant je vais tout réencoder, voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment ça va, etc. Très lourd, trop lourd, un truc de fou, puisque ça m'a mis 15 jours pour le faire. Mais un bon apprentissage quand même, puisque c'était se faire la main. Et on part du principe, et je pars du principe que justement en utilisant les modèles Odoo, si moi je les utilise, je peux mieux les expliquer à mes clients. Et donc au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on a fait? Là vous voyez les modules que j'utilise actuellement. Le premier module c'était la compta, et puis on a mis le CRM, et puis on a mis le devis pour faire les lettres de mission, et puis on a fait du module emailing pour faire les newsletters, et ainsi de suite. On gère le personnel, on gère le congé, on gère toute une série de choses, les signatures, les lettres de mission, et au fur et à mesure, on avance en implémentant finalement le module qui est nécessaire au fur et à mesure et petit à petit. C'est pas dire le premier jour, j'installe ici 20 modules et en avant, non. J'ai fait par étapes en disant ok, on découvre un autre besoin, on va essayer de se lancer là-dedans, et puis petit à petit, on améliore le système, et je continuerai comme ça, mais je parle du principe que justement, en développant tous ces modules et en les configurant, là, je peux mieux expliquer au client comment il peut intégrer ces différents systèmes, c'est quoi les avantages du système Odoo, et les avantages que moi j'ai eus, c'est de les faire partager par rapport à nos clients. Donc c'est le concept qu'on a suivi. Et donc, novembre 2022, on décide de tout migrer. Début 2023, on commence toutes les comptabilités de nos clients sur Odoo. Et donc actuellement, on a encore 2 dossiers qui sont sur l'ancien logiciel qui vont s'arrêter dans fin décembre, et on n'aura plus aucun client qui sera sur Winbooks. On a encore 2 clients qui sont sur Winbooks actuellement, tout le reste à migrer depuis janvier 2023 sur Odoo. Alors, les premières étapes de migration d'un client, c'est quoi? Il y a 6 applications qui sont installées, en tout cas quand nous on gère un dossier, sauf évidemment les besoins spécifiques. C'est, je dis, un dossier traditionnel où il dit je n'ai pas besoin des autres modules pour l'instant, voilà les modules qu'on va installer: discussion, contact, tableau de bord, comptabilité, documents. Documents, Cédric l'a évoqué, comptabilité aussi. C'est les 2 modules essentiels pour évidemment démarrer la comptabilité. Vous pouvez faire vos factures, vous pouvez gérer les documents in, out, etc. Alors, les étapes, c'est quoi? C'est d'analyser vos besoins. C'est-à-dire, certains arrivent et disent moi je lance Odoo, voilà, je l'ai déjà configuré comme je pouvais, et puis reprenez le dossier, monsieur Lefebvre, voilà où j'en suis. On regarde le truc, c'est une catastrophe, c'est mal configuré, pas configuré du tout. On a retrouvé le dossier où il comptabilisait tout dans le même compte, en plan comptable, quand même plus détaillé qu'un compte. Lui mettez tout dedans, c'est plus facile, parce que sur Odoo, il n'y avait qu'un compte qui était créé. C'est plus simple, on met tout dedans, et puis enfin, pourquoi avoir même créé une comptabilité, c'est un pot commun. Donc, où j'insiste là-dessus, et Cédric certainement partagera cet avis, c'est réfléchissez d'abord, réfléchissez avec des partenaires, réfléchissez ensemble avec des professionnels pour dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi ma situation actuelle et comment je peux avancer au mieux dans le projet que je veux faire. De le faire par étapes et pas nécessairement aller au feu et dire je vais tout configurer, et en réalité vous allez vous planter parce qu'il vous manque un ou 2 conseils ou parce que vous avez raté une configuration de base, et c'est dommage parce que revenir en arrière va coûter beaucoup plus cher que les parties sous une bonne base où c'est beaucoup plus simple. Après, on va ouvrir le compte et l'accès au client pour déposer ses documents. Donc, le fait, par exemple, d'avoir un dossier client, le client ne paye même pas pour le dossier Odoo parce que
un dossier comptable, tant qu'il ne dépasse pas les 6 applications, il ne paye même pas. Donc il n'y a même pas les 25 € à payer par mois. Une fois qu'il est repris au sein de notre société au niveau du fiduciaire, eh bien, le client ne paye même pas le dossier tant qu'il ne dépasse pas les modules en question. Donc il peut démarrer vraiment sereinement au niveau de la comptabilité. On lui ouvre l'accès pour déposer ses documents, c'est-à-dire finalement le module document pour qu'il puisse déposer, gérer, faire parvenir les documents. La tenue de la comptabilité, la mise en place des automatisations, donc là aussi, on le fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que le système doit monter en puissance. Le système, c'est-à-dire qu'on configure le système pour qu'il y a cette espèce d'intelligence artificielle. Au fur et à mesure, on dépose les documents. La première fois, le système ne sait pas où ça doit aller. Il ne sait pas quelle est l'imputation comptable. Plus le système va être habitué, plus le système va évidemment enregistrer les comptes qu'il doit utiliser, et plus les mois vont passer, plus le système va apprendre et va s'améliorer évidemment là-dedans. Et donc, c'est d'y aller aussi sous un flux continu, tant dans les process de reconnaissance des documents que dans les paramétrages. On va affiner, Cédric montrait comment lettré attribuer un paiement dans une banque. Là aussi, il y a des règles de réconciliation. On peut booster le système, ajouter ces règles de réconciliation pour qu'il y ait au fur et à mesure le maximum de matching. Ma banque, par exemple, chez Fiscalis, c'est un peu toute seule. J'ai peut-être 6-7 paiements qui sont ouverts, parce qu'à la limite, je n'ai pas été assez vite que pour déposer la note de frais, le ticket, le machin, mais le paiement est déjà passé. Mais tout le reste est passé, parce qu'en fait, tous les jours, il reconnaît les montants et il les impute lui-même, parce qu'on a des modèles d'écriture derrière. Le client va facturer ses propres clients sur Odoo, donc là, c'est comme Cédric le montrait, il va utiliser le système, et de préférence, il va utiliser PayPal, l'envoi direct de sa facture, directement chez le client, avec la preuve en plus qu'il l'a envoyé, pas question de dire jamais reçu, je ne sais pas, perdu à la poste, hein, ça c'est vraiment classique. On va configurer, on peut configurer les rappels de paiement, donc automatiser les process, c'est aussi dire, ok, j'ai configuré les factures, je les ai envoyées, je vais installer la banque, je vais automatiser le process de reconnaissance du paiement de ma facture client, et donc je peux aussi configurer les rappels pour les envoyer en automatique en fonction des échéances qui ne seraient pas respectées. Et puis, Cédric en l'a montré aussi, le client va payer ses fournisseurs, soit avec un QR code, soit en masse fichier CEPA, 30 factures à payer, je sélectionne, je fais un fichier XML que je dépose sur ma banque préférée pour exécuter le paiement en masse, et comme ça je ne fais pas un traitement manuel sur chaque document. Alors, et ensuite, donc comme je le disais, c'est un système finalement évolutif. Il faut accompagner le client pour que, phase par phase, on part de rien, de système de facture que, évidemment, dans son dossier, le système ne connaît pas, pour que le système apprenne, pour faire en sorte que le client devienne de plus en plus autonome, que les systèmes s'automatisent de plus en plus. On parle des rappels de paiement, mais après, ça va crescendo dans les modes de reconnaissance. Alors, comme on a initié ce projet en 2022, nous, les clients, ils sont déjà prêts pour 2026, puisqu'ils sont tous sur Odoo. Et donc, la facture électronique, chez nous, c'est serein. Alors, parfois, j'ai un appel comme ça, il n'y a pas plus tard que la semaine passée, quelqu'un qui dit il y a un problème chez les fiduciaires parce que les clients ne sont pas encore à la facture électronique. Je vais venir chez vous pour vous expliquer. Je dis ça ne sert à rien, ils sont déjà tous sur Odoo et ils sont déjà tous prêts pour la facture électronique. Donc, elle était là en disant ah bon, ça ne sert à rien que je vienne chez vous. On va passer son chemin. Et donc, c'est d'anticiper. C'est vraiment, je crois, le mot d'ordre aussi ce soir, c'est d'anticiper pour réfléchir sur le projet et être prêt en temps voulu. Alors, parfois, je suis un peu un dinosaure quand je dis ça. Je considère que le comptable doit œuvrer pour le bien-être du client et pas œuvrer pour son bien-être à lui. Énormément de confrères vont choisir un logiciel pour faciliter leur vie. Il y a des logiciels bien connus qui commencent souvent avec un H, qui s'appelle Horus, et qui va œuvrer très très bien pour le professionnel comptable, mais je considère que ce type de logiciel, même toutes les qualités qu'il a, va nettement moins être évolutif et permettre les facilités qu'un logiciel tel que Odoo va le permettre pour le client. Le client, c'est de dire je veux une solution la plus intégrée possible et que justement, on n'arrive pas à dire tiens, tu dois réencoder tes factures, tiens, tu dois refaire ceci. Non, c'est d'avoir un environnement où
il va se développer au fur et à mesure, et tout va être sur la même plateforme, tout va se développer parce qu'il va installer tous les modules qu'il a besoin. Ça n'existe pas dans les logiciels comme Winbooks, Horus, et je peux faire toute la liste de tous ceux qui sont en Belgique. Malheureusement, ça n'existe pas. Gestion bien inventaire, code bas, liaison en point de vente, on est à des années-lumière. Et donc, voilà un peu pourquoi moi j'ai choisi Odoo, c'est de dire, ok, c'est un logiciel qui est moins bien conçu, c'est vrai, pour les fiduciaires. Il n'est pas conçu pour les fiduciaires. Par contre, il est vraiment conçu pour le client, pour l'entrepreneur, pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment le plus là-bas. Et il cesse évidemment de s'améliorer dans toutes ces versions et dans tous ces modules. Donc, c'est vraiment le but, c'est offrir aux dirigeants un vision à 360 degrés de son entreprise, puisque tout est au même endroit, pas de base de données différentes là-dessus. Alors, étude de cas, ou plutôt cas typiques, ou les points d'attention dans une hypothèse de travail, c'est le client qui possède une bonne gestion administrative, parce que bon, c'est vrai, on peut encore avoir des clients, et ça existe, très bordéliques, où les documents, même sous forme électronique, ça part n'importe où et on ne les retrouve pas. Bon, si on suit quand même un minimum de gestion administrative, il établit ses ventes, il enregistre ses frais, ses achats, la banque est connectée au système PSD2, c'est la technologie que Cédric montrait, c'est-à-dire la connexion directe entre la banque et le logiciel Odoo pour faire venir les mouvements bancaires. Eh bien, voilà en fait les différentes tâches ou quelles sont les tâches que le client peut gérer de manière autonome, c'est-à-dire en vert, et ou le professionnel, et c'est où il y a un peu une espèce de mixité. Donc par exemple, l'établissement, il envoie des factures avec la communication structurée, le comptable, une fois que le système est configuré, théoriquement, vous êtes autonome, le client est autonome, pas besoin de nous. Attention, et là c'est les points d'attention, par contre, aspect TVA. Je prends l'exemple, je fais une vente en France, c'est une vente intracommunautaire, il faut respecter certaines obligations, pas mettre un code TVA qui ressemble à rien, mais sur le fond, quand les principes sont bien retenus, la facture de vente peut être faite de manière autonome par le client, acheminée directement et comptabilisée directement. On ne perd pas son temps à devoir encoder ce document, c'est directement dans la compta. Alors, enregistrer les frais ou les achats, là aussi, réduit PayPal, c'est ça que je mets le petit timer là, c'est de dire, ben, pour la réception, on parle souvent de PayPal pour dire, ok, je vais devoir envoyer les factures électroniques, mais j'ai aussi l'obligation, janvier 2026, de réceptionner ces mêmes factures. Et là, ben, les logiciels actuels, les logiciels ont été prévus, peut-être des petits logiciels de facturation pour émettre les factures, ils n'ont pas du tout été prévus pour gérer les réceptions de documents. Et encore moins les processus de validation, les processus de paiement, les processus internes à l'entreprise, de dire, moi je ne reçois plus dans ma boîte aux lettres le document pour dire, ok, c'est approuvé, à cacher, à je ne sais pas quoi. Non, ça va arriver directement de PayPal, donc il faut établir un processus de validation. Et ça, ces logiciels achetés au GB, hein, enfin je caricature un peu, ne sont pas prévus pour gérer les in, sont prévus pour gérer les out. Et donc là, l'entrepreneur, l'indépendant, doit se poser la question en disant, oui, ok, le out, je voyais plus ou moins ce que c'était, mais comment je vais faire pour le in maintenant aussi. Enregistrer les mouvements bancaires, ben là, théoriquement, pour la partie client, automatisé. Si on les met la facture avec Odoo, communication structurée, moyen d'automatiser, le comptable ne doit pas intervenir. Enregistrement des mouvements bancaires fournisseurs, même chose. Mais comme le client aura géré ses fichiers, comme montrait Cédric, via CEPA et ou via QR code, etc., l'opération sera directement comptabilisée, le paiement va arriver, matching, le comptable ne va normalement pas intervenir. Par contre, les autres mouvements bancaires, opérations financières, paiement d'impôts, paiement TVA, etc., enfin, des choses un peu plus hors du commun que des clients fournisseurs, ben là, peut-être l'intervention évidemment du comptable devra être nécessaire parce que c'est pas très bien comment comptabiliser ça, c'est quoi une écriture comptable, et que là, il y a certaines écritures évidemment où le comptable devra intervenir, mais dans ces trois-là, il y a les modèles de réconciliation, et là aussi, c'est de monter en puissance dans définir quand tu vois tel compte, telle communication, tu dois les mettre dans telle imputation. Tu payes les salaires de telle personne, eh bien, tu dois les mettre directement dans cette écriture-là. C'est les modèles de réconciliation qu'il faut ajouter dans le système.
Paiement des fournisseurs, forcément, pas d'intervention du comptable. Par contre, tout ce qui concerne peut-être les investissements, amortissements, les salaires, les contrôles, l'établissement TVA, situation, etc., bah, là, se passer d'un comptable, ça devient quand même un peu compliqué de dire je vais faire ça tout seul. Or, certains peut-être y arriveraient. J'en rencontre pas beaucoup qui arrivent à gérer ça tout seul, ou alors il faut vraiment avoir des connaissances comptables. Alors, les points d'attention, c'est vraiment ici dans les frais achats, parce que, ok, le système peut apprendre, mais c'est quand on dit l'intelligence artificielle, c'est plutôt de la reproduction statistique. Pour tel fournisseur, il voit telle imputation, il l'a vu 2-3 fois, il va reproduire la même imputation. Je donne toujours l'exemple d'une facture d'un informaticien. Ok, d'habitude, il facture des prestations, je vais les mettre dans les frais. Tout d'un coup, il me vend un serveur. C'est un investissement. Si je laisse faire la machine, ça va passer dans les frais automatiquement. Et donc, l'intelligence artificielle n'est pas encore à ce stade-ci de dire j'ai vu que c'était autre chose que d'habitude un serveur, que donc ça ne doit pas aller dans la même imputation, on le laisse faire, il va aller dans la même. C'est de la reproduction finalement, dans la majorité de ce qu'il trouve, il reproduit et exécute. Même chose pour les codes TVA. Bon, les codes TVA, c'est quand même un peu parfois très touchy. Vous faites de l'intracommunautaire, vous achetez sur Amazon, il n'y a pas de TVA, quel code je dois mettre là-dedans, je récupère partiellement, totalement, certains pas du tout. Dire que on peut le faire tout seul, de mon expérience, ça ne marche pas trop, quoi. Sans un check, il y a toute une série de choses. Donc, ce qu'il faut encore une fois, c'est essayer d'éliminer le plus régulier. Les trucs qui sont fréquents, où on sait que ça peut être les mêmes comptes, ok, ça d'essayer d'automatiser. Et les trucs un peu plus particuliers, ben, faire attention, sinon ça va partir et on ne sait pas comment avec l'imputation. Voilà un peu pour comment finalement associer votre comptable avec Odoo et les points d'attention. Là où vous allez être autonome, là où vous devez faire vous attention par rapport à vos capacités et à vos connaissances. Certains ont des connaissances comptables, d'autres pas du tout. Et donc, c'est un peu la grille d'attention là-dedans. Alors, les avantages du client à choisir Odoo, c'est un full web, c'est un accès commun. Ça veut dire qu'on peut partager entre clients et bureau comptable, entre les collaborateurs. C'est du full web, donc vous soyez à Tokyo, là en Belgique, etc. Connexion, pas besoin d'hébergement. Donc, c'est aussi une réduction de la maintenance IT. Pas de serveur, c'est du full web, vous occupez de rien, il ne faut pas acheter un ordinateur pour ça. En tout cas, un serveur, c'est full web, vous pouvez gérer là-dessus. Multi-utilisateurs, pas de problème non plus. 10 utilisateurs arrivent, 50, 100, c'est pas grave non plus. Réduit facturation électronique et accès gratuit à PayPal, alors là aussi attention, puisque Odoo est sans doute le seul à offrir le gateway PayPal gratuitement. Les autres logiciels vont sans doute, ils ne l'ont pas encore dit et ils ne l'ont pas encore annoncé, certains, c'est des bruits de couloir, il va y avoir des systèmes de facturation sur certains logiciels où par document généré et ou reçu vont faire payer les documents réceptionnés avec des packs. Vous avez le droit pour tel prix à 50 documents, 20 documents, peu importe, mais donc des coûts. Et donc, c'est quand même quelque chose d'aberrant. Bon, là, je me tourne peut-être vers le gouvernement. C'est-à-dire, à une obligation légale, on va devoir passer à la caisse pour gérer ces factures électroniques. Bon, aller chercher l'erreur, mais bon, c'est ça. Donc, Odoo a l'avantage, c'est que le gateway est gratuit, et donc on réussit à négocier que ce soit gratuit, in et out. Attention, ça ne sera certainement pas le cas de tous les logiciels sur le marché. Full digital, vous passez Odoo, zéro papier, zéro paire de documents, la compta en temps réel, le support et le conseil proactif, puisque on est sur le système en ligne, disponible, et chez vous, et chez le comptable, etc. Réduction des coûts pour les clients, puisque et en termes comptables et en termes de logiciel, vous rationalisez tout. Vous dites que sur un logiciel, vous rationalisez les processus, et plus vous évoluez dans les processus d'automatisation, moins le comptable va intervenir dans, je dirais, la partie basique, actuelle, classique qu'on connaît des enregistrements. Le client dispose de tous les outils sur une seule plateforme. Un nouveau besoin, comme je l'évoquais, vous ajoutez, parce que vous voulez gérer les stocks, le module stock, vous activez le module stock, vous configurez le module stock et vous êtes parti sur une nouvelle application, l'emailing et d'autres. C'est l'exemple parfait. C'est aussi une évolution permanente du programme. Si vous regardez Odoo,
ces 2-3 dernières années, c'est vraiment des évolutions majeures des versions. J'aurais jamais travaillé en tant que comptable sur une version antérieure à la version 16. J'ai attendu la version 16. En dessous de la 16, un bureau comptable, c'était impossible. C'est aussi simple que ça. Et là, la 17, elle est vraiment mûre. La 18 l'est encore plus. Et donc, on voit vraiment, en tout cas pour la partie comptable, mais c'est valable aussi, point de vente, l'évolution sur 3 ans, c'est phénoménal. Les évolutions sur tous leurs modules, et franchement, des évolutions majeures chaque année. Voilà un peu, je dirais, décrit, et la facture électronique et les obligations légales, et la manière dont vous pouvez interagir, et la manière de mieux comprendre l'interaction entre votre comptable et le logiciel.